par rapport à la normalité. C'est quoi la normalité? Ça veut dire quoi être normal? Mais être normal, ça ne veut pas dire grand-chose au sens où... Alors ça veut à la fois pas dire grand-chose et ça veut dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire grand-chose au sens que il n'y a pas des normaux et des anormaux. C'est-à-dire on a tous en nous des choses qui vont très bien et des choses qui ne vont pas. Voilà, point final. Il n'y a pas à mettre des normes et à mettre d'un côté les gens qui déraillent. Et, voilà, tout le monde peut dérailler et tout le monde peut ne pas dérailler. Maintenant, être normal, ça veut dire quelque chose, c'est au sens où une thérapie, par exemple, d'un enfant qui casse tout à l'école, c'est fait pour que on comprenne pourquoi il casse tout à l'école et qu'il cesse de casser tout à l'école, c'est-à-dire qu'il puisse vivre heureux au milieu des autres, avec les autres, c'est-à-dire en respectant les règles qui sont dans toutes les sociétés humaines et qui permettent de vivre avec les autres. C'est-à-dire que dans n'importe quelle société, on ne peut pas tuer les autres, on ne peut pas les agresser, on ne peut pas leur voler leurs biens. Voilà, et il y a des règles qui régissent les rapports sexuels entre les humains, alors que chez les animaux, il n'y en a pas. Voilà, c'est les choses qu'il faut pouvoir respecter pour vivre avec les autres. Mais l'idée de norme, ça aussi, c'est quelque chose qui revient maintenant sur le devant de la scène. Quand notre président de la République, M. Sarkozy, dit par exemple que on ne va pas lui faire croire qu'un délinquant sexuel, c'est quelqu'un comme lui, comme moi, ou comme bon, il dit quelque chose de très important, peut-être plus important qu'il ne croit. Il dit qu'un délinquant sexuel, c'est quelqu'un qui est d'une autre, entre guillemets, race ou genre, il ne fait pas partie de la même humanité. Voilà, il ne fait pas partie de la même humanité, c'est-à-dire qu'on retombe dans ce qu'on croyait autrefois, avant le développement de la psychiatrie, avant la psychanalyse, etc., qui ont bien démontré que tout ça... il n'y avait pas de normal et de pas normal. Il y avait des gens qui pouvaient tous devenir ou normaux ou pas normaux. Et quand on travaille avec des enfants petits d'ailleurs, on s'en rend vraiment compte. Ils peuvent passer d'un comportement, si on comprend ce qui se passe et si on règle le problème, ils peuvent passer d'un comportement parfaitement asocial à un comportement qui leur permet de vivre tranquillement avec tout le monde. Et en même temps, pour vous, et vous l'expliquez très bien, et quelque part, les discours de beaucoup des gens des politiques et des gens qui prônent une certaine forme de sécurité à tous les niveaux, c'est d'essayer de démonter toute explication intelligente, toute explication rationnelle, toute explication aussi qui fait appel simplement à la pensée. Oui, mais c'est aussi, on ne peut pas non plus parler de ça sans faire intervenir ce qui devient majoritairement la psychiatrie aujourd'hui, qui est envahie. Il y a même les gens qui n'étaient pas psychanalystes, il y avait de très grands psychiatres. La psychiatrie classique, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire c'est une psychiatrie qui considère que chacun d'entre nous est un être particulier et que s'il souffre de quelque chose, il a ce qu'on appelle un symptôme, mais ce symptôme, il faut le référer à l'ensemble de sa personnalité pour en comprendre le sens. C'est-à-dire que si vous, moi ou un troisième avons peur de l'eau, nous avons le même symptôme, mais selon la personne que nous sommes, ça n'a pas le même sens. Voilà. Et donc on ne va pas le traiter de la même façon. Alors aujourd'hui, il y a une psychiatrie qui arrive des États-Unis et qui envahit tout, qui est une psychiatrie qui consiste à ne plus considérer qu'il existe des personnes individuelles et particulières, mais qui dit que la seule chose qu'on regarde, ce sont les symptômes. Donc on fait des listes de symptômes, et quelle que soit la personne qui a ce symptôme, on lui applique le même traitement. Et le traitement, c'est toujours la même chose. C'est soit une thérapie courte qui est destinée à lui ôter ce symptôme, soit, et c'est fondé là-dessus, soit surtout des médicaments. Il faut savoir que cette psychiatrie-là, elle a quand même été fabriquée pour le bien de l'industrie pharmaceutique américaine. Pardonnez-moi, c'est un début du rapport de l'INSERM d'ailleurs, par ailleurs. Ouais, hein. Elle fait vendre beaucoup de médicaments, voilà. Et ce qui est absolument dramatique, parce que d'abord, quelqu'un à qui on retire un symptôme, si on ne voit pas quel sens avait ce symptôme, pourquoi il avait besoin de l'avoir, ou le symptôme reviendra ou il en aura un autre, mais ce qu'il avait besoin de se dire, se dira. Et aussi parce que, comme vous le dites fort bien, c'est un recul du point de vue de la pensée, quoi. C'est-à-dire qu'on est tous des machines. Et voilà, maintenant, on vous guérit de votre peur de l'eau, comme si vous apportez votre voiture chez le garagiste, on va lui réparer le carburateur ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est une vision absolument de l'être humain qui est terrifiante, y compris qu'elle amène à considérer que tout ce qui ne va pas, il faut le réparer très vite, probablement pour être rentable dans notre société. Et par exemple, pour les gens de Prozac, quand ils ont un deuil à vivre,
Alors que vraiment, un deuil, c'est pas pathologique, c'est douloureux, mais c'est de la souffrance normale. Enfin, quelqu'un qui perdrait son père, sa mère, son mari, son enfant, et qui serait très content, il faudrait s'inquiéter, quoi. Donc la douleur, bon, alors qu'à un moment donné, la douleur soit si forte qu'on puisse aider quelqu'un par des médicaments, mais très ponctuellement, bon, et surtout, moi je vois des gens, il se trouve que je travaille pour... Par exemple, psychologie, le magazine Psychologie, il y a des gens qui écrivent « j'ai fait une dépression, voilà, j'ai perdu ma mère, j'ai fait une dépression ». Bah non, elle n'a pas fait une dépression, la dame, elle a juste perdu sa mère et vécu une phase de deuil, un truc très douloureux, l'absence de quelqu'un, et un truc où il faut du temps, quoi. Voilà, et d'emblée, on donne des médicaments. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de fermeté, c'est un mot tout à fait important. Et c'est un rapport des forces, c'est quoi exactement? C'est un rapport des forces hiérarchiques entre les parents et l'enfant? C'est pas un rapport de force hiérarchique, justement, contrairement à ce que disent les tenants de l'éducation, cette forme d'éducation dont je parlais. C'est pas un rapport hiérarchique. L'éducation, au fond, c'est pour les parents un travail qui consiste à transmettre à l'enfant les règles de la vie civilisée, et à lui apprendre à s'y soumettre, à lui imposer de s'y soumettre. Mais c'est pas une hiérarchie en ce sens qu'ils font rien d'autre que de lui transmettre des règles auxquelles eux-mêmes sont soumis. Et l'intérêt d'ailleurs de parler aux enfants, que ce soit pas un rapport comme à l'armée ou comme certaines générations ont connu, la mienne notamment, en tout cas dans beaucoup de familles, c'est-à-dire quand on disait « mais pourquoi je dois faire ça ?» On nous répondait parce que, ou bien parce qu'on était parents, ou au pays, tais-toi, c'est comme ça, voilà, exactement, je crois que madame c'est le combat. Et voilà. Et non, c'est expliquer pourquoi, expliquer à quoi ça sert, après on impose. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plein de gens qui expliquent que si on parle, on ne peut plus imposer. Mais non, Françoise Dolto, elle prône les deux. On parle, on explique, et en même temps on impose. On ne peut pas faire que la moitié. Alors c'est vrai qu'il y a une dérive, il y a une mauvaise lecture de Françoise Dolto qui tend à dire qu'elle aurait juste dit que l'enfant est un être à respecter, donc il ne faut rien lui imposer. C'est faux. C'est un être à respecter, bien sûr, on lui parle, etc., mais on lui impose de respecter les mêmes choses que nous-mêmes respectons. Et c'est important qu'il sache que les adultes aussi, les enfants sont toujours très étonnés. Dans les cabinets de psychanalyse, par exemple, quand on explique à un enfant, mais tu sais, t'as pas le droit de taper sur les autres, mais ton père non plus, il n'a pas le droit. Hein. Tu vois, il peut pas prendre un balai et aller taper sur le voisin, sous prétexte que le voisin l'a antiquiné. C'est impossible, c'est interdit. Voilà. Donc c'est pareil, ils sont toujours tout à fait étonnés parce que les enfants petits, en tout cas, ils s'imaginent que quand on est grand, on peut tout faire, quoi. En gros, donc c'est très très important de leur expliquer que les règles, c'est le même pour tous. Vous parlez d'alliance entre les parents et les enfants. De quelle alliance parlez-vous? L'alliance, elle est fondée sur le fait qu'un enfant, à la fois, il veut faire que ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Encore une fois, il est dominé par ce que nous appelons le pulsionnel, c'est-à-dire il a envie de frapper, il frappe, voilà, c'est des pulsions, j'ai envie de frapper, j'ai envie d'un truc, je le prends, bon, par le principe de plaisir, donc je ne fais que les choses qui me procurent du plaisir, et j'évite surtout soigneusement tout ce qui pourrait me procurer des plaisirs, et par un sentiment de toute puissance, c'est-à-dire je suis le roi du monde en gros, et de quel droit est-ce qu'on m'embête? Bon. Il demande qu'à faire strictement n'importe quoi, mais en même temps, les enfants qui font n'importe quoi sont toujours angoissés, toujours. Ils sont angoissés parce qu'ils vivent dans une espèce de loi de la jungle et qu'un monde dans lequel on peut taper sur tout le monde, c'est à la fois très cool parce qu'on peut taper sur tout le monde et c'est terrifiant parce que n'importe qui peut taper sur vous. Donc c'est la loi de la jungle, donc c'est l'angoisse. Des adultes qui ne vous font pas obéir, hein, papa qui n'est pas capable de m'envoyer me coucher alors que j'ai 3 ans, ça fait 15 fois que je me relève, il n'arrive pas, c'est pas des adultes protecteurs. Donc c'est une deuxième raison d'être angoissé. Et en plus, l'enfant a l'impression que, puisqu'il peut faire n'importe quoi et que les adultes ne le cadrent pas, il peut y compris faire des choses terribles. C'est-à-dire que c'est une chose d'avoir envie de passer son petit frère par la fenêtre, autre chose, et de se dire qu'on pourrait le faire vraiment. Parce qu'à ce moment-là, on a l'impression qu'on peut déclencher tout, et que c'est un truc sans limite, qu'on est comme happé par un truc sans limite. Donc l'enfant, il est ambivalent. C'est-à-dire qu'il est coupé en deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il veut faire n'importe quoi, et en même temps, il y a un besoin inconscient chez lui de limite. Ce qu'on voit très bien d'ailleurs, quand vous regardez ces enfants qui font tout et n'importe quoi, chez des copains ou je sais pas quoi, qui grimpent au rideau, et donc ils sont dans une espèce d'excitation, d'énervement, c'est horrible, et puis on se rend compte que quand ils se prennent une bonne engueulade et qu'il y a enfin quelqu'un qui leur dit bon maintenant ça va, basta, ça suffit, et ça va mal tourner si tu continues une seconde de plus et qui est là fermement à l'arrêter, l'enfant est extrêmement rassuré. Parce que tout d'un coup,
tout ce qui était une source à la fois de plaisir mais d'angoisse, ça tombe pour lui. Donc il est rassuré. Donc il y a une part de l'enfant qui demande des limites, qu'on a besoin, qui les cherche. Hein, quand on dit d'un enfant, mais c'est pas possible, il cherche une engueulade, il cherche une fessée, c'est exactement ça. C'est pas tellement qu'il cherche ponctuellement une engueulade ou une fessée, c'est qu'il cherche à ce que ça s'arrête, cette espèce de machin dans lequel au bout d'un moment ils contrôlent plus rien. Et on les voit très bien, ces enfants, on voit bien qu'il y a un moment, ils contrôlent le truc un certain temps, il y a un moment où ça y est, c'est le truc, c'est comme un cheval emballé, quoi. C'est un truc bon. Et donc, quand les parents mettent des limites, au fond, ils font une espèce d'alliance avec cette partie de l'enfant qui veut des limites et qui en a besoin pour se construire. L'enfant sent vraiment intuitivement qu'il a besoin de limites pour se construire. Et donc, à partir de là, il y a une espèce d'alliance qui permet à l'enfant d'avancer. Et en plus, si on lui explique, il ne ressent pas la limite comme une injustice. Évidemment que le jeu, ça consiste à voir si elle tient vraiment, et que si des fois ça pouvait céder, ça serait quand même rigolo. Mais bon, en même temps, si on tient fermement, l'enfant accepte d'autant plus il en a besoin de cette limite. Donc il finit par, si on est vraiment ferme et déterminé, il finit par accepter.